Je m'appelle Damien Fléchard, je suis cofondateur de la société d'Alibo, je suis aussi vice-président de l'association PostgreSQL et je suis le principal développeur, mais pas le seul, sur l'extension Postgres Anonymizer. Donc Postgres Anonymizer, en deux mots, c'est un projet qu'Alibo a lancé en 2018. C'est 100% open source, il n'y a pas de vendor lock-in. Et c'est soutenu par des partenaires, notamment l'Agence nationale pour la recherche, la DGFiP, la société iFluid, d'autres encore. Mais avant de parler directement de l'extension, on va revenir sur la base de ce que c'est que la vie privée, dans quel paradoxe on est aujourd'hui et des grands principes de protection pour ensuite montrer comment on peut faire appliquer ces principes de protection avec Postgres Anonymizer. Et je finirai par un petit preview des nouvelles fonctionnalités qui vont sortir dans la V3. Alors le paradoxe de la vie privée, on est tous dedans aujourd'hui même, hein, c'est que déjà c'est un concept flou, déjà au lieu de dire vie privée, je pense qu'il serait plus clair de parler de droit à l'intimité. Et quand on essaye de voir c'est quoi la définition de la vie privée, en fait, on nous dit souvent que c'est les éléments non publics relatifs à une personne. Et quand on veut savoir c'est quoi les éléments publics, c'est ceux qui ne sont pas privés. Enfin bref, on tourne un peu en rond. Hein. Qu'est-ce que c'est votre vie privée? Qu'est-ce qui est privé ou pas pour vous? Ça change en fait, ça change selon les époques, ça change selon les pays. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce truc. Si vous essayez d'expliquer ça à un ado aujourd'hui, c'est-à-dire que dans les années 80, on avait un grand livre avec les numéros de téléphone de tout le monde dans le département, quoi. Voilà. Aujourd'hui, vous ne donneriez même pas votre numéro de téléphone à votre voisin. Voilà, donc ça paraît, c'est évident que c'est un concept qui bouge, qui est sans cesse remis en question par la société. Et qu'on a en même temps une intuition qui est partagée, c'est qu'à mesure que nos vies sont de plus en plus numérisées, digitalisées, appelez ça comme vous voulez, dans lequel on est de plus en plus pris dans ces systèmes, il y a un besoin d'intimité qui grandit. Voilà, donc plus on est pris dans ces systèmes, plus on a envie d'avoir de l'intimité. Alors évidemment, il y a certains qui ont besoin de moins d'intimité que d'autres, mais globalement, il y a une demande de plus en plus forte de vie privée. Alors tout le monde n'est pas d'accord, notamment Eric Schmidt qui vous dit ceci, que si vous ne voulez pas que les gens sachent ce que vous faites, ne le faites pas. C'est assez simple, voilà. Donc ça c'est un vieux principe, hein, donc c'est les bases de la philosophie Google qui clairement cherche à redéfinir tout simplement ce que c'est que la vie privée et du coup à réduire le périmètre de ce qui doit être protégé. Donc c'est une bataille. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez bien que tout ça est devenu un marché et que les géants du numérique cherchent à réduire cette définition pendant que les usagers, eux, cherchent à l'agrandir. Et donc en tant que DBA, vous êtes au milieu de cette bataille puisque vous détenez des données personnelles et voilà, votre quotidien, ça va ressembler à ça dans les années qui viennent. Voilà, petite introduction. On va maintenant voir ce qu'on peut faire concrètement pour protéger la vie privée des usagers des services que vous gérez. Donc il y a 6 principes fondamentaux que j'ai retenus. En fait, c'est des principes qui sont issus essentiellement du RGPD. Je ne vais pas parler beaucoup du RGPD ici, mais il y aurait encore beaucoup de choses à faire. Ça serait une présentation différente. Mais on va garder quand même ces 6 principes RGPD, donc Privacy by Design, qui est assez dur à traduire, mais qui serait protection du droit à l'intimité dès la conception, la réduction de la surface d'attaque, donc Attack Surface Reduction en anglais, ASR, la séparation des rôles, la minimisation, l'évaluation des risques, et on finira par Privacy by Default, là aussi que j'ai laissé en anglais parce que c'est pas très beau une fois que c'est traduit. Allons-y, on va faire un tour, déjà une première passe pour décrire ce que chaque principe veut dire, et ensuite on va regarder comment les implémenter concrètement. Privacy by Design, pardon.
c'est vraiment cette idée que la question de la protection de la vie privée, ça devrait être pris en compte dès le départ. Ce n'est pas une tâche à faire à la fin. Une fois que la base de données est en production, on se demande « Ah bah tiens, comment on fait ?» C'est vraiment un job qui doit être donc un travail d'équipe, mais déjà qui doit être commencé dès le départ. Dès qu'on crée une table, dès qu'on ajoute un modèle, dès qu'on conçoit un modèle de données, il faut se poser la question de est-ce que ce modèle de données il va contenir des informations intimes et comment on va les protéger. Voilà, ça c'est fondamental. On reviendra dessus après. La réduction de la surface d'attaque, bon ça c'est pas spécial aux données privées, hein, c'est un principe général, même en dehors des systèmes informatiques. Réduire le nombre de points d'entrée dans votre maison, c'est aussi vous sécuriser. Donc pour minimiser le risque de fuite de données, il faut réduire la circulation et les points de stockage. C'est aussi simple que ça. Là aussi, on va voir comment on va pouvoir faire. Séparer les rôles, donc c'est déjà généraliser le principe d'avoir des comptes nommés. Alors je sais que c'est pas très populaire, c'est pratique d'avoir des comptes génériques, mais en vrai, il faut généraliser cette pratique d'avoir des comptes nommés pour accéder aux bases. On doit savoir qui individuellement se connecte. Là aussi, il y a différentes solutions. Et définir des règles de masquage adaptées à certains utilisateurs. Il y a certains utilisateurs qui vont être masqués d'une certaine façon, d'autres pas, d'autres encore d'une autre façon. La minimisation, ben, c'est l'inverse du big data. C'est très simple, c'est que le type et le volume de données que vous agrégez doit correspondre à un besoin réel et approprié pour accomplir votre tâche. Donc, par exemple, si vous êtes dans un site marchand d'e-commerce, normalement, vous n'avez pas besoin de demander la date de naissance ou le code postal d'une personne. À la sortie d'un magasin, quand on vous demande votre code postal, c'est superflu. Pour vous vendre une boîte, un marteau ou une boîte de clous, voilà, la collecte de votre code postal n'est pas nécessaire à ce but-là. Évaluer le risque, donc ça c'est hyper important, on l'a vu juste avant, à quel point c'est en termes de sécurité, il y a la mise en place de règles, mais il y a aussi la vérification régulière. Donc connaître l'origine, la nature, la sévérité des risques auxquels on est exposé, c'est fondamental. Et enfin, privacy by default, qui est un peu mon préféré, c'est tout simple. Hein, c'est si vous ne savez pas, si vous avez un doute de tiens, est-ce que ce champ c'est une donnée personnelle ou pas? Eh ben, c'est une donnée personnelle. Voilà, si vous ne savez pas, c'est que c'est de la donnée privée. Et donc vous la traitez comme telle. Voilà, pour ces 6 principes, on va essayer de regarder comment on fait avec Postgres Anonymizer pour le faire. Donc déjà, Postgres Anonymizer, avant de rentrer dans le détail, c'est disponible partout. Ça fonctionne sur toutes les versions majeures de Postgres. Il y a des paquets RPM, Debian, il y a une image Docker, il y a des playbooks Ansible. C'est dispo sur quasiment tous les clouds à l'exception d'un seul. Et il y a une version majeure par an, donc vous n'avez pas d'excuses, c'est dispo. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est 2 choses en fait, Postgres Anonymizer. C'est un moteur de masquage qui va vous donner des moyens de masquer les données. Donc, il y a 6 manières: le masquage statique, dynamique, la sauvegarde anonymisée, des vues de masquage, des foreign data wrappers. Et puis, on fera un petit focus à la fin sur le nouveau qui vient d'arriver, qui est la réplication anonymisée. Voilà, donc ça, c'est la première partie, le côté moteur, on va dire. Et c'est aussi une boîte à outils avec des fonctions de masquage, parce que, comme on l'a dit, on ne va pas masquer toutes les données de la même manière. Il y a différentes stratégies suivant différents contextes et suivant ce que vous voulez faire de vos données. Donc, on va pouvoir ajouter du bruit sur des dates, on va pouvoir permuter les valeurs, on va pouvoir générer évidemment des données factices. On va faire de la pseudonymisation dans certains cas quand c'est nécessaire, du hachage, du masquage partiel, de la généralisation, etc. etc. Donc c'est les 2. Alors comment ça fonctionne? Donc c'est une extension classique. Vous allez devoir la charger d'abord comme une, donc soit avec Shared Preload Libraries, ou ici je le fais avec Session Preload Libraries. Et puis ensuite vous créez l'extension comme ceci. Voilà.
Allons-y. Donc on est prêt, on a installé l'extension dans notre système. Et commençons par le privacy by design. Donc comme je l'ai dit, c'est l'idée que la politique d'anonymisation, c'est quelque chose qui doit être conçu dès le départ. Dès qu'on crée le logiciel, dès qu'on crée un système, on s'interroge sur comment est-ce qu'on va masquer cette information. Et donc en gros, on va décrire la donnée. On va prendre une colonne et on va dire cette colonne, elle doit être masquée de telle manière. Ok. Comment est-ce qu'on peut faire pour décrire de la donnée? En fait, c'est le principe même du SQL qui nous donne des outils de déclaration pour dire qu'une colonne c'est une foreign key, que c'est une colonne unique, que c'est une colonne note nulle. On va utiliser ce type-là de règles, donc avec une syntaxe qui s'appelle security label, qui n'est pas très connue, mais qui est une syntaxe SQL supportée par Postgres. Voilà. Donc, on va prendre un exemple. Vous avez une table avec des gens dedans, leur nom, leur prénom, leur numéro de téléphone. Eh bien, on va écrire donc ça, c'est du SQL supporté par Postgres. On va écrire cette règle-là, qui vaut pour la colonne people last name, et on va décrire de manière explicite comment cette colonne va être masquée. Donc là, je vais utiliser une fonction qui s'appelle anon2000lastname. Donc comme je vous disais, dans la boîte à outils, il y a ce genre de fonction. Comme son nom l'indique, cette fonction va générer un nom de famille factice. Et donc, je viens de dire que pour la colonne last name, je veux que quand j'anonymise, je mets un nom factice à la place. Voilà. Mais on peut aussi avoir d'autres stratégies. Par exemple, au lieu d'utiliser une fonction, je veux simplement supprimer la donnée. La meilleure anonymisation, c'est la suppression. Vous enlevez, si vous n'en avez pas besoin dans l'environnement destination, enlevez les champs. C'est le plus simple. Donc là, par exemple, je dis l'ID des usagers, je vais simplement les supprimer. Donc je vais mettre nul à la place. Je peux avoir d'autres stratégies. Par exemple, pour un numéro de téléphone, je fais ce qu'on voit souvent là, c'est-à-dire que je vais mettre des étoiles au milieu, comme ça je vois le début du numéro de téléphone, je vois la fin du numéro de téléphone. Voilà, donc ça c'est du masquage partiel. Maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir utiliser la première technique qui est le masquage statique, c'est-à-dire tout simplement, je demande un masquage immédiat, définitif de la table. Et j'obtiens ça. Donc la colonne ID a été supprimée, la colonne first name a été conservée, j'ai un nouveau nom factice qui ressemble à un vrai nom mais qui n'en est pas un, et le numéro de téléphone a été masqué partiellement. Le masquage partiel, c'est très très utile, enfin, vous le voyez beaucoup sur les cartes de crédit par exemple, c'est-à-dire que quand vous êtes sujet de la donnée, que c'est votre donnée, vous êtes capable de reconnaître que c'est bien vous, mais par contre, ce n'est pas utilisable contre vous. Voilà. Donc voilà, alors du coup, pourquoi c'est important ce principe de privacy by design? C'est que du coup, si les règles de masquage elles sont dans le modèle de données, ça veut dire que vous, en tant que DBA, c'est plus votre problème de définir cette politique de masquage. C'est le problème des personnes qui conçoivent ce modèle de données. Et ça veut dire que si on vous relivre une nouvelle version d'une application, avec un nouveau modèle de données, avec peut-être une nouvelle colonne, c'est la responsabilité de la personne qui a créé cette colonne de rajouter, de décrire comment cette règle comment cette colonne doit être masquée. Donc en fait, le fait que cette politique de masquage elle soit écrite en SQL, ça transfère la responsabilité vers les gens qui conçoivent l'application ou la base de données. Séparation des rôles. Donc ça, je l'ai déjà dit, c'est hyper important de bien séparer les rôles, de ne pas utiliser des rôles génériques partagés. Et donc là, ce qu'on va pouvoir dire aussi, c'est que certains rôles vont être masqués. Donc sur certains rôles, on va appliquer les règles et sur d'autres, on ne va pas les appliquer. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler le masquage dynamique. Pardon. Et donc un rôle masqué, en gros, c'est un rôle en lecture seule. On ne peut pas écrire des données si on est masqué. Mais on va pouvoir avoir un double accès à la base avec des gens qui verront les données réelles et des gens qui seront masqués. Donc ça, on va créer un rôle classiquement dans Postgres et on va encore utiliser ces security labels pour décorer, pour donner de la métadonnée sur les objets.
Et donc cette fois, je vais dire sur le rôle Skynet, je mets le label masqué. Je vais aussi du coup donner le droit à cet utilisateur de lire les données. Et donc quand on va se connecter avec ce rôle-là, on va être masqué à la volée. Voilà. Maintenant, si je me connecte en tant que super user, moi je vois toujours les données. OK ? Donc ça permet un double accès et vraiment une politique de masquage qui est vraiment en fonction de qui on est. Donc en clair, vous avez une base Postgres, un super user qui va définir des règles et qui va définir en fonction des utilisateurs qui sont les utilisateurs masqués ou les utilisateurs non masqués. Voilà. Réduction de la surface d'attaque. Donc ça, comme je l'ai dit, grand principe fondamental de la sécurité informatique. Là, on va prendre un exemple assez basique. On imagine, on a une instance de prod, on a un développeur qui veut faire des tests, et on a un data scientist qui veut faire des statistiques sur cette base-là. OK. Bon. Le pire, c'est on crée des environnements pour chacune de ces personnes-là, et puis on va aller les synchroniser tous les jours, toutes les semaines, enfin selon leurs besoins. Mais en gros, les données réelles se baladent partout. Donc en fait, là, on a une surface d'attaque maximale. Voilà. Et si votre data scientist il a un poste sous Windows et que c'est un PC portable et qu'il l'a perdu dans le bus, voilà, c'est la catastrophe. Donc ça, c'est la surface d'attaque maximale. Donc ce qu'on va faire en général, quand on a mis en place une politique d'anonymisation, c'est qu'on va soit écrire soi-même un script qui va extraire les données réelles, les substituer et les charger dans les environnements de destination, où il y a énormément d'outils qui font ça. La plupart des outils d'anonymisation font ça. Ça, c'est déjà bien, mais on a rajouté quelqu'un dans l'équation. C'est-à-dire qu'avant, j'avais un super user qui avait accès aux données réelles. Maintenant, j'ai ce qu'on appelle un data processor, c'est-à-dire quelqu'un qui est chargé de configurer cet ETL. Souvent, ça va être un produit avec sa propre syntaxe et ainsi de suite. Enfin, on a complexifié. C'est mieux, mais on a quand même complexifié l'équation. Alors, celle-là, je la mets parce que ça existe et ça dit pas mal de choses aussi du monde dans lequel on vit. C'est qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de sociétés qui vous proposent d'uploader vos données dans le cloud et de les anonymiser avec de l'IA. Voilà, bon, je vous laisse juger. Évidemment, c'est une variante de ce qu'on a vu juste avant. Évidemment, c'est une catastrophe. Notamment parce que vous n'avez aucun contrôle sur vraiment ce que ces services font effectivement de vos données. Enfin voilà, il ne faut pas faire ça évidemment. À la place, ce que Postgres Anonymizer fait, c'est tout simple, c'est de dire les données réelles ne sortent pas du serveur. Voilà. Et donc soit on fait, comme on l'a vu, des sauvegardes anonymisées. Donc on va utiliser une sauvegarde pgdump classique pour aller charger un environnement de test. Soit on fait du masquage dynamique en va avec le data scientist. Ça va dépendre des cas d'utilisation, ça dépend de ce que les gens veulent faire. Mais par exemple, votre data scientist, s'il vient faire une requête de reporting une fois par semaine, vous allez peut-être juste lui donner un accès plutôt que de lui faire une copie de toute la base. Il va avoir son accès, ça sera un accès masqué. Voilà, peu de risques. Si le développeur, lui, il veut effectivement sa base pour faire des tests de charge ou de choses comme ça, là, évidemment, vous allez lui donner sa propre instance à partir d'un dump masqué. Donc une sauvegarde anonymisée, comment ça marche ? C'est à peu près les mêmes principes que le masquage dynamique. On va créer un rôle que j'ai appelé ici AnonDumper, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. On va dire qu'on active le masquage transparent pour ce rôle. On va dire aussi que ce rôle est masqué. Et maintenant, on va faire un simple pgdump en utilisant ce rôle. Voilà, c'est le pgdump que vous connaissez tous.
Et ça vous donne un fichier SQL qui est du SQL standard, le format custom est supporté, etc., etc. Et donc maintenant, vous avez un fichier de sauvegarde dans lequel on a enlevé, on a appliqué les règles de masquage que vous avez définies. Et donc ce fichier, vous pouvez le partager, puisque en théorie, il ne contient plus de données personnelles. Vous pouvez le stocker sur des espaces qui sont moins sécurisés, et vous pouvez l'envoyer sur les environnements de test et de dev. Alors, la minimisation. Donc ça, c'est un troisième point qui est un peu moins populaire, parce qu'effectivement, ça va directement à l'encontre du big data. Mais dans le cas de l'anonymisation, en fait, il y a une corollaire, c'est que souvent, un rôle masqué, il n'a pas forcément besoin de toutes les données. Un échantillon va être suffisant. Pour faire des tests ou pour faire un environnement de démo, on n'a pas forcément besoin d'une base de plusieurs téras. Et donc là, on va s'appuyer, comme souvent, on s'appuie sur ce qu'il y a déjà dans Postgres, et notamment dans Postgres, il y a une clause qui s'appelle table sample, qui n'est pas très connue, mais qui est très pratique, qui fait ce qu'elle dit, c'est-à-dire qui prend un échantillon d'une table. Et donc là, en cas concret, on imagine on a une table de log HTTP, on veut supprimer les adresses IP, et on voudrait garder que 10% de ces lignes-là pour faire de la stat, on va dire, très partielle. Donc encore une fois, on va avoir cette règle-là où on va dire la colonne IP adresse, je la remplace par la valeur nulle. Et maintenant, j'ai aussi en dessous une règle que cette fois, je vais placer au niveau de la table. Donc sur la table HTTP log, je vais placer l'échantillonnage table sampler Bernoulli et 10. Je ne vais pas rentrer dans les détails de qui est Bernoulli, mais voilà, c'est dans la doc de Postgres. Ça, c'est de la syntaxe pure Postgres. Voilà. On passe maintenant à l'évaluation du risque. Donc, comme on l'a dit, c'est difficile de savoir, d'évaluer comment est-ce qu'une politique de sécurité et d'anonymisation, en particulier, est correcte. Bon, il y a très peu d'outils pour ça, mais il y a un concept mathématique, on peut dire, qui s'appelle le K-anonymity, qui vous donne donc un facteur K qui décrit à quel point un individu est indistinguable dans un jeu de données. C'est-à-dire combien de personnes vérifier qu'il n'y a pas une personne qu'on peut isoler dans votre jeu de données. C'est une forme d'indistinguabilité. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Bref, c'est une formule mathématique qui s'applique à une table et qui va vous donner un chiffre. Si vous êtes à 1, ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent être identifiés dans un jeu. Si vous êtes à 10, ça veut dire qu'il y aura toujours au moins 10 personnes mélangées avec un individu. Et enfin, privacy by default. C'est assez simple. On va reprendre notre table de log HTTP. Et on va se dire, en fait, on va travailler à l'inverse. On va se dire, au lieu de masquer les colonnes, en fait, je vais partir du principe que tout est masqué tout le temps. Et je vais démasquer celles dont je sais qu'elles ne contiennent pas de données personnelles. Donc, par exemple, j'ai ça dans ma table. Et donc, je vais activer le privacy by default, c'est-à-dire que je vais fonctionner à l'envers. Et donc maintenant, je pars du principe que toutes mes colonnes sont masquées. Et donc, je vais dire à l'inverse que, par exemple, les URL, je veux qu'elles soient non masquées. Voilà. Et donc, avec ça, si j'applique, on va se retrouver effectivement avec les données masquées par défaut. Et donc, ça va prendre par défaut, voilà, typiquement, si vous avez un champ qui a une valeur par défaut, c'est la valeur par défaut qui va être utilisée comme masque. Bon, j'avance un peu rapidement. Nous voilà donc sur PostgreSQL Anonymizer 3. Donc, comme je l'ai dit, on a une version majeure par an, donc on est aligné maintenant sur les versions majeures de Postgres. Donc, la version 3 va amener le support de Postgres 18.
et donc en corollaire la fin de Postgres 13, et va amener les fonctionnalités suivantes. Donc la réplication masquée dont on va parler tout de suite, le masquage sélectif, le masquage statique en parallèle, l'intégration dans K8s avec CNPG, et puis la confidentialité différentielle. Donc la grosse nouveauté, c'est qu'on ajoute effectivement ce 6e mode de masquage. Donc je vous ai parlé en masquage statique, masquage dynamique et sauvegarde anonymisée. Mais en fait, aucun de ces trois systèmes-là, enfin de ces trois propositions-là, est vraiment utile quand on a des gros volumes de données. Voilà, si vous avez plusieurs terras, c'est compliqué. Le masquage statique, il va être lent. Le masquage dynamique, il va avoir un coût très fort pour les usagers masqués. Et puis le dump, ça va vous obliger de faire comme un dump restore. Donc vous imaginez que sur des bases très volumineuses, c'est compliqué. Donc une stratégie, c'est effectivement de se dire pourquoi on n'aurait pas un clone en fait, qui serait répliqué en temps réel. Et donc pour ça, on utilise la réplication logique. Donc ça se met en place exactement comme de la réplication logique. C'est de la réplication logique. La seule différence, en tout cas pour le serveur de production, vous avez le même principe d'un publisher et d'un subscriber. Donc la production publie des changements. Le serveur cible est abonné à ces changements et reçoit les changements via un slot. Donc ultra classique. C'est transparent pour la production. La simple différence, c'est qu'on va venir ajouter les règles de masquage, l'extension Postgres Anonymizer est mise sur la base cible avec les règles de masquage. Et les règles de masquage vont être appliquées à la volée au fur et à mesure que les changements arrivent. Voilà. Donc avec ce système-là, vous avez en temps réel une base secondaire qui est anonymisée. Voilà. Et on peut même complexifier un petit peu le schéma pour ensuite, par exemple, faire de l'export de cette base anonymisée dans un autre data center, par exemple. Donc ça, c'est un cas d'usage très très concret qui a été sponsorisé par un de nos clients. Et donc là, l'idée, c'est qu'effectivement, on peut ensuite, à partir de cette instance répliquée, faire une streaming réplication, une réplication host standby classique, vers un autre data center. Et là, ce deuxième lien, ce lien host standby, lui est complètement safe, puisqu'il est fait entre une base anonymisée et un standby anonymisé. Donc ça permet de rapatrier, par exemple, une base client en interne chez soi, en garantissant que les données personnelles ne quittent pas la production. Alors il y a des limitations, évidemment, c'est les mêmes limitations que la réplication logique, à savoir que les commandes DDL, les séquences et les large objects ne sont pas répliquées. Ça, c'est une limitation de la réplication logique, on n'est pas allé au-delà, on s'appuie dessus. Les séquences, je crois que c'est en train de changer dans PostgreSQL 19, il me semble, mais bon, les DDL, par contre, ça reste à vous de les gérer. C'est une limitation classique, on va dire, de la réplication logique. Les deux autres limitations principales qui sont spécifiques à Postgres Anonymizer, c'est qu'on ne supporte pas le mode réplica identity full. Autrement dit, on a besoin que chaque table ait une clé primaire. Et j'irai même plus loin, et on a besoin que tous les clés primaires ne soient pas masquées. C'est-à-dire qu'il faut conserver les clés primaires telles quelles entre la production et le réplica anonymisé. Mais ça, normalement, ça devrait être le cas, parce que normalement, la bonne pratique, c'est d'avoir des clés primaires qui n'ont pas de sens, c'est-à-dire des clés primaires non naturelles. Voilà. Bon. Je ne vais pas rentrer dans le débat, mais c'est plutôt bien. En tout cas, si vous avez besoin de masquer des clés primaires, à mon avis, c'est souvent le signe d'un souci
de conception. Voilà. Autre nouveauté, c'est là aussi sponsorisé par un client. C'est l'idée de faire du masquage sélectif. Alors parce que effectivement, on va mettre une règle de masquage sur une colonne. Elle va s'appliquer à toute la colonne, mais dans certains cas, ça peut être utile d'être un peu plus fin que ça. Et notamment ici, par exemple, si j'imagine que je fais un environnement de test ou un environnement de démo, je vais baser cet environnement de démo sur des cas réels, sur de la donnée réelle. Et j'aimerais bien quand même toujours pouvoir me connecter à cet environnement de démo. Donc il faut quand même que le mot de passe soit le même, mais pas forcément pour tout le monde. Donc on peut dire par exemple que tous les gens qui sont admin, je garde leur mot de passe. Bon, évidemment, c'est très mal, il ne faut pas stocker les mots de passe en clair. C'est pour l'exemple. Mais donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des règles de masquage. Je vais dire que je me débarrasse du login et je me débarrasse du password. Donc ça, j'en veux plus. Sauf si je n'applique ces règles que quand l'utilisateur n'est pas un admin. Et donc ça, ce masquage sélectif va me donner ça. Donc j'ai nettoyé une table, sauf très précisément pour certaines lignes. Voilà. Le masquage statique en parallèle. Donc ça, c'est fait par un contributeur externe aussi qui travaille pour Decathlon. Donc ça, le masquage statique a un problème, c'est qu'il est séquentiel, c'est-à-dire qu'il va faire table par table. Et donc, vous allez devoir attendre qu'une table soit anonymisée pour passer à la suivante. Donc, avec cette nouvelle fonctionnalité, vous allez pouvoir confier ce masquage parallèle à plusieurs jobs. Donc ça, c'est pas encore complètement disponible, c'est en cours de finalisation. L'interface va changer un petit peu encore. En tout cas, c'est encore en développement, c'est pas finalisé complètement. Mais c'est une belle avancée pour les gens qui sont limités par des problèmes de performance. L'intégration dans Cloud Native PG, ça a été dit, il y avait un petit item ce matin, si vous avez suivi, qui permet de mieux gérer les extensions et notamment l'endroit où on place les extensions. Et donc ça, c'est très utile pour les conteneurs Kubernetes, notamment, et les images Docker en général. Et donc, ça veut dire qu'à partir de la version 3, on va commencer à publier des images OCI, donc en gros des images Docker qui contiennent juste Postgres Anonymizer, et que ça va être très très facile d'intégrer Postgres Anonymizer dans des instances CNPG. Voilà. Si vous connaissez un peu Kubernetes, vous devez savoir que la gestion des extensions, c'est pas évident, et là, ça sera beaucoup plus simple. Et la confidentialité différentielle, donc ça c'est encore une autre contribution externe. Donc ça c'est une autre approche radicalement différente. Donc ça c'est plutôt pour les gens qui font de la statistique, notamment dans le médical, qui veulent faire des statistiques épidémiologiques par exemple, où là on va devoir par exemple faire des statistiques sur l'âge des gens, mais sans garder l'âge des gens. Donc comment je fais de la stat sur voilà, l'âge moyen des gens qui ont telle maladie, par exemple, sans garder la valeur réelle de l'âge des gens dans la base. Donc ça, c'est une nouvelle approche qui est théorisée, donc qui s'appelle Differential Privacy, en anglais. Donc il y aura des premières avancées, mais c'est un travail de fond. Ça a l'avantage qu'effectivement, les données sont masquées, mais la valeur agrégée, les moyennes, les sommes et ainsi de suite restent correctes. Et donc ça, c'est le fruit d'une coopération entre le CNRS d'Alibo et un financement de l'Agence nationale de la recherche. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc en résumé, si vous devez garder les grandes lignes de ce que je vous ai dit, c'est déjà, c'est compliqué de mettre tout ça en place. C'est important d'avancer pas à pas. Déjà, le premier principe fondamental, c'est vraiment... désolé pour le franglais. Donc, le principe fondamental, c'est le privacy by design.
Donc, en gros, d'impliquer tout le monde, en fait, hein, de dire que la protection de la vie privée, c'est pas juste un travail de DBA, ça implique tous les gens qui sont dans la chaîne de gestion du cycle de vie de l'application et de la base de données. Ensuite, les deux approches très importantes, c'est la séparation des rôles, identifier qui est masqué, qui n'est pas masqué, etc. Et la réduction de la surface d'attaque. Donc ça, c'est vraiment les gains les plus rapides que vous aurez. Et ensuite, une fois que vous avez une politique de masquage qui est stable, une politique RGPD stable, vous pouvez vous lancer dans les chantiers un petit peu plus ambitieux comme la minimisation, l'évaluation et privacy by default, qui seront un peu plus lourds à mettre en place. Mais voilà, donc ça vous donne vraiment un plan de bataille pour améliorer en fait votre gestion de l'intimité de vos usagers. Voilà, merci, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Vous pouvez applaudir. Évidemment, c'est allé très très vite, mais du coup, le projet est disponible sur GitLab. Vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à ouvrir des tickets. Vous avez aussi un tuto de 4 heures qui est disponible si vous voulez vous y mettre. Et puis mon contact si vous avez besoin. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, ok. Tu as des micros là-bas ? Bonjour et merci. J'aurais deux questions. La première, vous aviez indiqué que c'était disponible chez tous les cloud providers. Ouais. Je travaille beaucoup avec Scaleway. Je ne crois pas que ce soit disponible pour le moment. Ah oui, j'ai pas compté Scaleway dans l'équation. Non, à ma connaissance, c'est pas dispo chez Scaleway. C'est un travail chez eux, je suppose, plutôt que. Moi, je suis pas. Voilà, on fournit une extension. Après, les cloud providers sont libres ou pas de l'intégrer dans leur catalogue. En fait, effectivement, le principe des extensions, si je retrouve, voilà. Ouais. Le principe des extensions, c'est que alors là, on parle des offres database as a service. Oui. Hein. Donc c'est Cloud SQL, Azure, etc. Évidemment, si vous prenez des VM, vous mettez ce que vous voulez dessus. Mais sur les offres DB as a service, effectivement, le catalogue d'extensions qui est validé par chaque opérateur cloud est à la discrétion de chaque opérateur cloud. Donc moi j'ai des discussions avec, voilà, nous on est totalement ouvert et totalement ok avec ça. Il n'y a pas de problème particulier. Moi je parle avec tout le monde. Donc j'ai des contacts avec tous ces gens-là. Il y en a qui sont plutôt des bons citoyens, il y en a qui prennent et qui ne contribuent pas. Il n'y a pas de jugement moral là-dessus. Sur AWS, pour être clair, puisque c'est un peu l'éléphant dans les pièces. On a des discussions actives et ils proposent. Enfin voilà, ça n'avance pas parce qu'ils proposent une. Comment dire ? Ils proposent une vision qui n'est pas la nôtre et qui nous demanderait beaucoup d'efforts et qui n'a pas d'intérêt pour nous à ce niveau-là. Mais s'ils veulent l'intégrer, en tout cas tel quel, ils peuvent tout à fait le faire. Même chose pour Scaleway. Et par rapport aux données anonymisées, est-ce que vous avez eu des demandes ou des questionnements sur les données à caractère géographique ? Est-ce que ça peut... Ouais, tout à fait. Donc c'est un sujet qui revient beaucoup. C'est pas si simple. Donc là, c'est pareil. Il y a deux choses. Il y a soit générer des données géographiques factices. Donc ça, c'est pas très compliqué. On a une librairie Rust qui peut le faire. Donc l'extension est écrite en Rust. Donc on s'appuie sur des librairies externes, notamment tout ce qui est génération de données factices. C'est une librairie Rust qui fait ça pour nous. Et cette librairie, on peut lui demander un point géographique en France, par exemple. Et il va nous donner un point en France. Donc ça demanderait, ça serait assez facile à faire. Après, sur d'autres stratégies d'anonymisation qui sont plutôt de la généralisation, c'est-à-dire on prend un point et on va le mettre dans une zone un peu plus large.
Ça, moi, j'ai pas les connaissances en fait en PostGIS, mais j'imagine que ça doit être assez facile à faire de dire je prends un point et je le remets n'importe où dans telle boîte. Voilà, c'est juste qu'on n'a pas pour l'instant de contribution sur ce sujet-là. Voilà. Après, il y a des choses assez... Enfin, c'est pas si simple que ça, parce qu'on peut se dire finalement, je prends un point et je le décale de quelques kilomètres. Mais bon, si vous êtes sur une île, si on peut décaler le point d'1 kilomètre, on va quand même pouvoir déduire que vous êtes sur cette île. Voilà. Donc il y a des choses comme ça à surveiller. Merci beaucoup. De rien. Merci, c'était super intéressant. Est-ce que vous avez un système pour avoir des backups anonymisés? Bah ouais, c'est le donc c'est pgdump, hein, c'est tac. C'est ça. Donc c'est juste un pgdump. Ah oui, pardon, j'avais. Et on utilise un rôle masqué. Et en fait, du coup, comme on va passer sur des copies, en fait, pgdump va demander des copies des données, va envoyer des instructions copies. Et comment ça fonctionne? En fait, c'est l'extension, quand elle reçoit à des hooks, c'est-à-dire des fonctions qui vont se déclencher. Et si on détecte que c'est un utilisateur masqué, on va réécrire toutes les requêtes à la place, en fait. Voilà. Et donc les copies vont être réécrites. Et donc c'est transparent pour pgdump et c'est transparent pour l'utilisateur aussi. L'utilisateur anonymisé ne sait pas ce qui est anonymisé et ce qui ne l'est pas, en fait. Voilà. Il n'a pas accès aux règles de masquage. Donc il voit des prénoms, mais il ne saura pas dire si c'est des prénoms factices ou pas. Voilà. Ce qui n'est pas supporté pour l'instant, c'est les sauvegardes pays tiers. Voilà. On ne peut pas faire de sauvegarde pays tiers masquée pour l'instant. Donc pas de PG backrest. Je sais pas où. On pourrait avec le réplica logique, ouais, par exemple. C'est une bonne idée ça. J'ai une question sur les sauvegardes anonymisées, justement. Ouais. Est-ce qu'il y a une stratégie sur la gestion des clés étrangères? Si, par exemple, on a un identifiant de parcelle cadastrale qui est anonymisé, qui est utilisé comme clé étrangère? Ouais. Alors ça, c'est le gros problème quand on anonymise, c'est la clé étrangère, donc qui va être dans 2 tables en même temps. Donc comment on fait pour que l'information soit conservée? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la pseudonymisation. Pseudonymisation, c'est utiliser une fonction déterministe qui, pour la même entrée, donnera toujours la même valeur factice. Voilà. Par exemple, on pourrait avoir une fonction une pseudonymisation de prénom et qui, pour tous les Pierre, donne Paul. Ce genre de choses. Donc ça, il faut faire attention parce que la pseudonymisation, c'est pas la même chose que l'anonymisation, puisque en gros la donnée est toujours elle est protégée, mais elle est toujours attachée à l'individu. Mais c'est comme ça qu'on va gérer du coup une clé étrangère. Typiquement, par exemple, on peut faire un hash MD5 de la valeur des 2 côtés dans les 2 colonnes, et du coup on aura gardé ce lien entre les deux tables. Après, il faut se demander, est-ce qu'on veut absolument aussi garder les contraintes d'intégrité? Puisque, en gros, l'anonymisation, c'est une grande entreprise de destruction, peut-être qu'on n'est pas obligé de s'astreindre à respecter toutes les contraintes du modèle de données. Par exemple, une colonne qui est note nulle ou une colonne qui est unique, peut-être que pour un usage anonymisé, on peut décider de ne pas respecter cette contrainte. Donc on peut tout à fait décider de casser une contrainte d'intégrité. On peut décider de ne pas respecter une intégrité référentielle. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Voilà. Mais, par exemple, typiquement les colonnes notes nulles, moi je conseille de dire, voilà, cette colonne est déclarée note nulle en production et ça a du sens en production, mais peut-être que dans un environnement anonymisé, ça a du sens qu'elle soit mise à nul en fait. Voilà. Alors, nous avons le temps pour une dernière question, si vous en avez une. Ouais. Bonjour, merci pour la presse.
Est-ce qu'il y a un impact sur les perfs? Et est-ce que le fait de masquer les données influe les plans d'exécution? Alors oui et oui. Faut être clair. Oui, c'est un coût. Le masquage, c'est un coût. Ça va avoir. Alors, le coût est variable en fonction de 3 facteurs. Le nombre de colonnes que vous voulez masquer, la quantité de données que vous voulez masquer et la complexité des règles que vous voulez utiliser. Donc, le plus rapide, c'est la destruction, évidemment. Mettre nul ou mettre confidentiel dans un champ, ça sera le rapide. Tout ce qui va être production de génération de données aléatoires, ça va être compliqué. Un ordinateur a beaucoup de mal à générer de l'aléatoire. Et ça, c'est très coûteux à faire. Donc, pour gagner en performance, il y a ces trois paramètres sur lesquels on peut jouer. Donc minimiser le nombre de champs qu'on va anonymiser, faire de l'échantillonnage plutôt que d'anonymiser toute la table, et travailler sur la complexité des règles. Ensuite, la question c'est qui paye le coût? Et ça dépend de la stratégie que vous utilisez. Là, si on est sur le masquage dynamique, donc ce data scientist qui lui est masqué en temps réel, c'est lui qui va payer ce coût. C'est-à-dire que les règles de masquage vont être appliquées à ses requêtes à lui, mais pas aux requêtes de l'autre. Donc là, on fait porter le poids de l'anonymisation à l'utilisateur masqué. Le problème là, c'est que si c'est un gros consommateur, il va payer et repayer et repayer et repayer. Donc ça peut être inefficace. À l'inverse, le dump anonymisé, il va être payé par la production. C'est la production qui va anonymiser et envoyer le dump aux développeurs. Et donc là, c'est à vous de décider à quelle fréquence vous voulez payer cette anonymisation. Donc il n'y a pas de règle particulièrement. Ça peut aller de 5% de plus à doubler le temps d'export, quoi. C'est clair. J'ai déjà vu, en tout cas, des temps d'export qui étaient doublés par rapport à un dump classique. Mais c'est tout à fait paramétrable et ça se discute. Enfin voilà, il y a tout un travail à faire pour réussir ça. Voilà. Bon appétit. Merci Damien.